Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est notre troisième cours sur le thème donc, de l'Empire ottoman, la Turquie et l'Occident, ou face à l'Occident. Et je reprends là où je l'avais laissé la dernière fois, c'est-à-dire avec ce tableau assez remarquable de Jérôme, de Jean-Léon Gérôme, que vous connaissez probablement. Et je ne sais pas si vous avez vu cette magnifique exposition qui avait eu lieu à la gare d'Orsay, au musée d'Orsay en 2010 sur Jérôme. Un peintre intéressant, j'en parlerai un tout petit peu. C'est un tableau qui est daté de 1886, qu'il a exposé lors du salon de 1886 et qu'il avait appelé Oedipe. Bon, le mystère reste entier. Mais ce qu'il y a de très particulier à ce tableau et à l'œuvre de Jérôme, c'est son aspect extrêmement cinématographique. Je pense que là, ça en est un bon exemple. D'ailleurs, on m'a posé la question la dernière fois et je n'ai pas su y répondre immédiatement. Ce tableau se trouve aux États-Unis, qui sont très friands de Jérôme, en Californie, en fait, dans le château de Randolph Hearst, le fameux magnat de la presse, le grand-père de la fameuse Patricia Hearst, qui avait été enlevée dans les années 70. Et c'est là que se trouve donc l'Oedipe de Jérôme. Jérôme est un peintre très intéressant. Je ne sais pas si vous avez assisté hier à la leçon inaugurale de Victor Stoïkitsa, qui sera ici dans nos murs pendant une année, une chaire européenne, et qui est un historien de l'art, qui travaille sur l'art européen. Et il a fait une présentation excellente, très intéressante, sur un tableau, Les Fileuses de Velázquez, qu'il a étudié, décortiqué, contextualisé, avec une sensibilité d'historien de l'art excellente. C'était une très belle démonstration et je suis parfois tenté, notamment avec des toiles comme celle de Jérôme, de faire quelque chose d'assez similaire, mais je m'en garderai bien. Vous avez remarqué que j'ai le vice de la digression. J'ai la digression facile, je vais essayer de me retenir, d'autant plus que Jérôme est quand même au cœur de certaines de mes préoccupations. Dans une période bien plus tardive, la seconde moitié du XIXe siècle, Jérôme est un de ces peintres orientalistes qui ont eu une influence énorme sur la perception de l'Orient par l'Occident, mais aussi sur une certaine perception de l'Orient par lui-même. Et l'un de mes héros, Osman Hamdi Bey, est quelqu'un qui, s'il n'a pas vraiment étudié sous Jérôme, a été fortement influencé par son art et qui, par conséquent, a reproduit des stéréotypes, des clichés orientalistes, produisant ainsi un des exemples les plus fascinants de ce qu'on appelle l'orientalisme ottoman. Mais pour en revenir à Jérôme et cette toile, ce qu'il y a de magnifique, c'est le côté cinématographique. Il faut se souvenir que Jérôme est à l'origine de la plupart des stéréotypes cinématographiques hollywoodiens que l'on connaît aujourd'hui en rapport avec la Rome antique. Tout ce qui est gladiateur, pollice verso, vous savez, le pouce vers le bas, tout ça, c'est de l'invention de Jérôme, et ça a été repris au XXe siècle, depuis Ben-Hur jusqu'à Gladiator, par nombre de producteurs de films hollywoodiens. Donc, ça rend, si vous voulez, Jérôme intéressant, même si, d'un point de vue purement artistique, il a été très vite décrié. Son style pompier, trop léché, son orientalisme qui déjà dans les années 90 était passé de mode, tout cela a fait qu'en France, il a été en grande partie oublié, mais ainsi que je le disais, les Américains lui ont fait la part belle dans leurs musées, dans leurs collections privées, et ce n'est qu'en 2010, avec une exposition au musée d'Orsay, que Paris s'est souvenu un peu de Jérôme et de son rôle en tant que peintre d'histoire. Mais bien sûr, pour les besoins de mon cours, il s'agit ici de vous parler de l'expédition d'Égypte.
Parler de l'expédition d'Égypte en France, à Paris et au Collège de France, ça n'est peut-être pas très intéressant. Je vous rappellerai que nous avons dans nos murs l'un des plus grands spécialistes de l'expédition d'Égypte, Henri Laurence, mon collègue, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire du Moyen-Orient moderne, du monde arabe moderne, et celui qui a le plus écrit sur l'expédition d'Égypte, qui a parlé des origines intellectuelles de l'expédition d'Égypte, qui a parlé du fait que l'expédition d'Égypte était à la source, en quelque sorte, de la connaissance de l'Orient et d'une connaissance que l'on appelle aujourd'hui orientaliste, qui est un mélange de clichés et, par conséquent, de biais idéologiques, mais aussi d'érudition, d'études, de sciences. Vous vous souviendrez bien sûr de ce que représente la description de l'Égypte, l'ouvrage monumental qui accompagne cette expédition, plutôt qu'il la suit, puisque c'est quelques années plus tard qu'il sera produit, avec justement ce mélange d'orientalisme, comme vous voyez dans le cadre de cet Égyptien moderne accroupi dans un coin d'un temple égyptien. Donc ce méli-mélo du passé et du présent oriental, un peu figé dans le temps, c'est quelque chose que l'on associe facilement avec les points forts de l'orientalisme. Et c'est donc au cours de ces volumes et de ces planches illustrées que l'on voit cette symbiose, si vous voulez, entre une vision extrêmement claire des ruines, du passé, un travail d'archéologue, si vous voulez, avec un travail d'anthropologue ou d'orientaliste, les chameaux et les ruines, l'aiguille de Cléopâtre et les soldats de Bonaparte. Cette magnifique gravure avec les détails de ce qu'on appelle la colonne de Pompée, ce sont des exemples typiques de ce recensement du patrimoine égyptien en quelque sorte, et que les Égyptiens eux-mêmes considèrent avec l'expédition d'Égypte une sorte de naissance de la modernité égyptienne, voire même de la nation égyptienne. Mais bien sûr, ce qui m'intéresse, ça n'est pas tant le détail de cette expédition et son impact sur l'Occident en termes de connaissances transmises à un public quand même assez restreint, mais qui deviendra de plus en plus large, et spécialement grâce à la prolifération de ces stéréotypes, de ces clichés à travers l'architecture urbaine, notamment à Paris. Vous connaissez nombre de monuments à Paris qui sont inspirés directement de l'Égypte. L'égyptomanie a été très présente dans la rénovation, en quelque sorte, de Paris au XIXe siècle. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder l'Égypte de Constantinople, du centre de l'Empire, de voir un peu comment l'Empire, l'État, le centre, le sultan, son divan réagissent à ce coup de maître, puisque quand même c'est une invasion extrêmement rapide qui déjà parle d'une modernité militaire, une expédition militaire extrêmement réussie, et les Ottomans ne sont mis au courant de cela que très tard. Ce n'est qu'environ 20 jours plus tard qu'Istanbul est informé de l'occupation de l'Égypte. 20 jours, c'est beaucoup, surtout aujourd'hui, mais 20 jours, ça vous donne une idée de ce qu'est un empire moderne, un empire pré-moderne, si vous voulez, un empire qui n'a pas encore la technologie qu'il faut pour, justement, assurer des communications à une vitesse et avec une centralisation que l'on imagine avoir existé. Et en plus, ces 20 jours, c'est grâce à un des capitaines de la flotte de Nelson. Ce n'est même pas un courrier ottoman, c'est un étranger, un autre étranger, d'ailleurs un étranger sur lequel on va énormément compter pour essayer de se débarrasser de Bonaparte. Donc c'est Nelson, en quelque sorte, qui avertit les Ottomans, et la réaction
de Sélim III, le sultan, vous le voyez ici assis sur son trône, dans la seconde cour, la cour centrale, si vous voulez, du palais de Topkapı à Istanbul, entouré de ses dignitaires et d'une partie de son armée. Sa réaction est assez sidérante. Il dit « Les infidèles, c'est comme ça qu'on les appelle, les infidèles nous ont trompés pendant 6 ans. » Il se réfère probablement à 1792, la République, en quelque sorte, comme étant un point tournant des relations entre la France et l'Empire ottoman. À nous de les faire attendre pendant 6 mois et occupons-nous de nos affaires. Vaquons à nos affaires. İşimize bakalım en turc. Bon. C'est dit, bien sûr, en désespoir de cause, parce qu'il ne peut pas réagir comme le voudrait son divan, son conseil, c'est-à-dire qu'il ne peut pas déclarer la guerre. Il n'a pas les moyens d'engager une expédition punitive, une reconquête de l'Égypte. Et d'ailleurs, malgré les déboires de Bonaparte en Égypte, il sera quand même obligé lui-même de plier bagage en 1799 après des revers, les Français tiendront bon jusqu'en 1801 et ils ne seront délogés que grâce à l'intervention jointe des Britanniques, des Anglais et des Ottomans. Donc c'est un signe de faiblesse, si vous voulez, qui est quand même extrêmement important dans la perception que les Ottomans auront de leur place dans le monde. Je vous le disais la dernière fois, perdre un château fort, une forteresse sur la frontière autrichienne, perdre même une région entière en Bessarabie, entre la Russie et l'Empire ottoman, ça n'est pas exceptionnel. C'est quelque chose qui fait partie d'un jeu qui est joué depuis le XVe, XVIe siècle. Mais perdre le joyau de la couronne, parce que l'Égypte, ça n'est pas rien, c'est la province la plus riche de l'Empire, la perdre à un corps expéditionnaire de 300 bateaux et en si peu de temps, sans même pouvoir réagir, ça, c'est grave, c'est un choc. Et par conséquent, si l'on veut donner une sorte de date charnière pour essayer de comprendre quand les Ottomans ont vraiment été convaincus de leur faiblesse et de la nécessité qu'ils avaient de revoir leurs relations internationales, la diplomatie européenne, afin de survivre dans un monde où ils n'avaient plus pied, je pense que 1798 est un bon tournant. C'est une date comme une autre. Vous savez que les historiens aiment bien jalonner le récit de dates. Les dates sont toujours arbitraires. Quelqu'un vous dira que telle autre date est plus importante. Ça se discute. Mais lorsque l'on considère cette vision du rapport de force entre les Ottomans et l'Europe, et notamment la perception de ce rapport de force par les Ottomans eux-mêmes, je pense que 1798, la claque, la gifle de 1798, l'affront de 1798, le traumatisme de 1798 joue un rôle exceptionnellement important dans cette prise de conscience d'une certaine faiblesse face à l'Europe. Et par conséquent, ce qui m'intéresse vraiment dans cette expédition d'Égypte, indépendamment du côté fascinant de la découverte de la révolution scientifique et de la naissance de l'orientalisme, etc., c'est cela. C'est le fait que c'est un tournant, c'est un moment extrêmement important dans la perception que les Ottomans ont d'eux-mêmes et de cette Europe qu'ils commencent à découvrir ou à découvrir de manière plus systématique. Je vous donnerai un seul exemple de l'impact de cette expédition. C'est un exemple extrêmement symbolique, même marginal, mais il est très parlant parce qu'il est très visuel. C'est celui de l'influence que l'expédition d'Égypte a eue sur un aspect très particulier des transformations ottomanes, l'introduction des décorations à l'européenne.
Les Ottomans, on a souvent parlé, je vous ai souvent parlé de l'étiquette ottomane, du protocole, de la manière dont les Ottomans géraient leurs relations diplomatiques avec l'Occident sur un pied d'inégalité ou du moins sur une représentation théâtrale de l'inégalité. La question des décorations, c'est-à-dire des prix que l'on donnait aux soldats et officiers méritants, est quelque chose qui, jusqu'au tournant du XIXe siècle, sépare complètement les Ottomans des Européens. Les Européens ont une tradition féodale, médiévale, qu'ils se réinventent, et par conséquent, ils pratiquent l'art de la décoration, les médailles qui remontent aux phalaires de l'Empire romain, c'est-à-dire à une tradition bien ancrée de la commémoration de certains événements par la frappe de médailles. Vous avez aussi les ordres de chevalerie et autres, qui eux aussi sont une invention ou une réinvention d'une tradition médiévale et qui sont très présents dans la manière, notamment au XVIIIe siècle, où l'aristocratie et l'armée en Europe récompensent les officiers, voire même les soldats méritants. Les Ottomans n'ont rien de cela. Les Ottomans ont des méthodes extrêmement différentes de récompenser la bravoure, la bravitude, n'est-ce pas, comme cela a été dit, à récompenser la bravoure, notamment les pelisses, c'est-à-dire des fourrures. Et ce qui est amusant, c'est que quand vous lisez les descriptions de la réception de quelqu'un que l'on veut honorer d'une, deux, trois pelisses, vous faites cette idée assez incongrue d'un pauvre type qui finit par endosser trois fourrures l'une sur l'autre. Et c'est un peu ce qui se passe, parce que c'est purement symbolique. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, sachez que les fourrures dans la tradition ottomane, ce qui est très logique d'ailleurs, se portent à l'envers, ou plutôt à l'endroit, c'est-à-dire que la peau, le poil de l'animal est à l'intérieur, c'est ça qui tient chaud. C'est moins joli à voir de l'extérieur, mais d'un point de vue purement rationnel, c'est beaucoup plus intelligent que de porter la fourrure à l'extérieur. Et puis, vous avez d'autres décorations, vous avez des sabres d'honneur, vous avez tout ce qui est joaillerie, si vous voulez, qui récompense par la valeur intrinsèque des objets qui sont donnés, qui récompense la bravoure. Et le cas s'est présenté donc en 1801, lorsque, pas vraiment en 1801, avant 1801, en 1799, lorsque Nelson avait réussi quand même à arrêter, à freiner l'avancée de Bonaparte, et que les Ottomans avaient voulu le récompenser, il l'avait fait avec une décoration purement ottomane que vous voyez à gauche. Je n'en ai qu'une photo noir et blanc pour la bonne et simple raison qu'elle a été volée dans un musée britannique dans les années 60. Donc nous n'avons pas d'image couleur, mais enfin bon, ce sont des diamants, on n'a pas de mal à s'imaginer à quoi cela ressemblait. C'est ce qu'on appelle un cheleng. Cheleng, guirlande, c'est un terme qui décrit toutes sortes de choses. Pour les besoins d'un contexte occidental, il s'agit en fait d'une aigrette, d'une plume. Et vous la voyez d'ailleurs au chapeau, au bicorne de Nelson sur la droite. Nelson en était très fier, parce que justement c'était très différent des décorations et des ordres purement occidentaux qu'il portait. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que les Ottomans ont été en quelque sorte forcés par les Britanniques à s'inventer un ordre de chevalerie, l'ordre dit du croissant, qu'eux-mêmes n'ont jamais utilisé, si ce n'est pour le distribuer à des officiers britanniques. Le voici, et vous le voyez là sur, à nouveau, la tunique, la veste de Nelson. Voici, et là aussi c'est un objet qui a été volé dans les années 60, donc encore une fois, il est en noir et blanc. Mais c'est un objet qui est en fait une sorte de combinaison de la tradition ottomane de récompenser les gens par des joyaux, et la tradition occidentale de dessiner ces objets
de manière à signifier quelque chose et à transmettre une vision symbolique de l'état ou de la personne dont ils émanent. D'où la lune et l'étoile, le croissant et l'étoile. Parce que, contrairement à ce que l'on pense, ce qui est encore aujourd'hui le symbole de la Turquie, et de bien d'autres pays d'ailleurs qui s'en sont inspirés par la suite, le croissant et l'étoile n'est pas un symbole profondément turc ou ottoman. C'est à la fin du XVIIIe siècle, justement pendant cette période de modernisation, que les Ottomans ont commencé à utiliser des symboles qui se rapprochaient de la tradition occidentale, notamment dans la marine, puisque c'est dans la marine que le drapeau, l'étendard, a énormément d'importance, et c'est vers les années 1790 qu'on voit les Ottomans pour la première fois utiliser non des étendards qui sont décorés, disons, de l'épée à double tranchant ou à deux pointes de Ali, ou à des inscriptions coraniques comme la profession de foi, comme c'est encore le cas en Arabie saoudite, mais par un nouveau symbole qui est directement lié au fait qu'il était déjà associé avec eux par les Occidentaux. Le croissant, souvent combiné avec l'étoile. Et ça deviendra, au cours du XIXe siècle, un des symboles par lesquels l'État ottoman va s'identifier, va s'exprimer sur la scène internationale. Donc là, vous voyez quelque chose d'intéressant, qui est la confection, l'invention d'un symbolisme qui n'a pas vraiment de sens aux yeux des Ottomans, mais qui est créé, qui est inventé afin de satisfaire la demande, l'attente des Occidentaux. Et c'est le cas aussi de cette première médaille ottomane, et vous voyez avec le 1801 qu'elle fête, en quelque sorte, elle célèbre la reconquête de l'Égypte. Encore une fois, une médaille qui fut distribuée en or et en argent aux officiers et aux soldats de l'armée britannique pour les récompenser de cette aide qu'ils avaient fournie à l'Empire ottoman pour reconquérir l'Égypte envahie par Bonaparte. Ce qui est intéressant, c'est que pas un officier ottoman, pas un soldat ottoman ne la recevra. C'est un produit, c'est un symbole, on dit généralement bon pour l'Orient, bon pour l'Occident. C'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on produit quelque chose qui n'a d'autre but que de satisfaire l'attente de son interlocuteur, en l'occurrence les Occidentaux. Et ce, jusque dans les années 1820. Ce n'est que vers la fin des années 1820 que les Ottomans commenceront à pratiquer pour eux-mêmes cet art, ce symbolisme qu'ils avaient non pas hérité, mais tout simplement copié sur les Occidentaux, et que les Ottomans, les officiers, les dignitaires ou même les soldats ottomans commenceront à arborer des décorations locales, des décorations ottomanes. D'ailleurs, à tel point que, vers la fin du XIXe siècle, les dignitaires ottomans sont reconnaissables à leur poitrail couvert de médailles étrangères et locales. Ils ressemblent souvent à des sapins de Noël. Donc, voici un exemple concret, un exemple visuel qui vous donne une idée de la nature de cette relation. La relation qui met les Ottomans dans une situation de besoin, en quelque sorte, de ce soutien occidental, et les Occidentaux qui, par ce moyen, imposent aux Ottomans une certaine manière de faire, de voir, de représenter les choses. C'est un début d'occidentalisation qui, contrairement à ce que l'on voit au XVIIIe siècle, n'est plus une sorte de curiosité dont on se sert pour agrémenter tel ou tel palais. Là, on voit bien qu'il y a un fondement politique, qu'il y a une volonté politique qui est encore plus forte du côté de l'Occident, de transformer la manière dont les choses se font dans cet empire. Revenons
à Mahmoud Raif Efendi. Vous vous souviendrez de cet auteur ottoman qui avait publié en 1798, justement quelques semaines avant l'expédition d'Égypte, avait publié en français, il le publiera en allemand en 1803, ce fameux tableau des nouveaux règlements de l'Empire ottoman. Un ouvrage que j'avais en partie analysé, et j'avais souligné le fait que cet ouvrage est remarquable par son désir de conquérir un lecteur occidental, puisque une des particularités de ce livre, c'est qu'il n'existe pas en turc. Un historien, Kemal Beydilli, dans les années 90, a retrouvé dans les archives un texte turc qui semble être l'original de ce qui, une fois traduit en français, donnera cet ouvrage. Seulement, je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment le cas d'un original traduit en français. Il y a de fortes chances que ce soit un texte turc traduit du français. C'est-à-dire que la version originale, dès le départ, ait été conçue en français, et je vous avais montré certains termes, notamment la politique, qui apparaît dans cette préface, que je jugeais pratiquement intraduisible en turc. Et c'est surprenant, mais le texte turc que l'on a découvert sur le tard, et qui donc est un texte manuscrit qui n'a jamais été publié, n'a pas de préface. La préface n'y apparaît pas. Est-ce que cela confirme mes doutes? Probablement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a un registre, une rhétorique, un contexte dans ce livre qui est encore une fois bon pour l'Occident. On produit pour l'Occident, on produit pour convaincre l'Occident de ce que l'Empire ottoman est capable de se régénérer et qu'il est en marche vers une modernisation qui reprend les principes de base de la réussite occidentale. Ce Mahmoud Raif Efendi est l'auteur, en 1803, donc 5 ans plus tard, d'un second ouvrage qui, cette fois-ci, est un peu l'inverse de son tableau des règlements, puisque cette fois-ci, il s'agit d'un ouvrage traduit du français ou de l'anglais, on n'est pas encore tout à fait sûr, et publié en turc, imprimé à Istanbul, à Üsküdar, dans cette imprimerie nouvellement reconstituée et rattachée à l'école impériale du génie. Et ce livre, cet ouvrage, dont vous voyez le frontispice, couronné, alors là aussi, vous pouvez lire, si vous voulez, la combinaison d'un symbolisme occidental avec un symbolisme plus traditionnel ottoman. C'est-à-dire que... Attendez que je trouve mon... Voilà. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la toula. C'est le chiffre, le monogramme, c'est le nom du sultan, qui change avec chaque sultan, qui reste tout aussi illisible d'un règne à l'autre, mais c'est l'essence, si vous voulez, de la représentation de l'État dans la tradition ottomane, du moins jusqu'au XIXe siècle, puisque l'Empire, c'est le sultan. Je vous rappelle l'excellent ouvrage de Gilles Weinstein et de Nicolas Vatin, Le sérail ébranlé, qui est une étude de la mort et de la succession dans l'Empire ottoman, où il montre que lorsque le sultan meurt, l'État meurt aussi, et que par conséquent, la succession immédiate, la garantie que l'héritier sera sur le trône immédiatement après, est la seule garantie que l'État ait de survivre. Donc, la Toula, c'est très ottoman. Mais, en revanche, ça, c'est presque napoléonien, la couronne de laurier. Et toutes ces décorations, encore une fois, sont extrêmement occidentales, voire orientalisantes. C'est-à-dire que vous y voyez beaucoup de thèmes qui sont propres
à la décoration, à l'illustration du XVIIIe siècle, mais qui font usage de certains éléments, notamment le croissant, que l'Occident associe de plus en plus systématiquement à l'islam et à l'Empire ottoman, puisque l'Empire ottoman, c'est l'islam et vice-versa, vu d'Europe. Donc, c'est intéressant de voir que la constitution de cette page parle déjà d'un effort de combiner une symbolique, une rhétorique visuelle occidentale avec les besoins d'un empire ottoman. Mais l'ouvrage en lui-même, c'est un atlas. Jedid Atlas Tercemesi. Terceme, d'où dragoman, c'est traduction. Jedid, c'est nouveau. Atlas, bon, c'est un atlas. Le nouvel atlas traduit, ou la traduction du nouvel atlas. C'est un ouvrage qui, en fait, est une traduction d'un ouvrage publié en 1793 par, comment s'appelait-il, William Faden. C'est un atlas, c'est un atlas dernier cri, puisqu'il est daté de 1793, et Mahmoud Raif Effendi s'est attelé à la tâche de traduire cet atlas. Alors, vous vous souviendrez que nous avions vu d'autres exemples d'atlas ottoman, notamment la publication en 1730 de l'Atlas minor dans sa traduction par Karatepe Çelebi, par Ibrahim Müteferrika lors de cette révolution de l'imprimerie dans les années 1720. Ceci donc fait suite en quelque sorte à cette tradition, mais avec une perfection qui est surprenante. C'est-à-dire que si vous superposez l'image de l'atlas de Mahmoud Raif Effendi et celle de l'atlas de Faden, vous voyez que ça correspond absolument. C'est une copie conforme. Mais là, contrairement au tableau des règlements, il s'agit de produire quelque chose pour un public ottoman. Donc, tout est en ottoman, tout est en turc, avec des caractères arabes. D'ailleurs, si vous regardez le cartouche de l'original, vous y voyez un style qui est très caractéristique de l'âge des découvertes, si vous voulez, le XVIIIe siècle, avec toutes sortes de références au commerce et à l'exotisme de la découverte, avec l'intitulé qui donne bien les États-Unis d'Amérique, de l'Amérique du Nord et les territoires britanniques et espagnols. En turc, c'est plus succinct, c'est-à-dire que vous avez Amerika, İngiltere ve İspanya devletlerinin ve İngiliz Cumhur'unun ülkelerinin haritasıdır. Alors, je traduis, donc c'est l'Amérique, titre générique, et les territoires des États d'Angleterre et d'Espagne et des républiques anglaises. C'est comme ça qu'ils traduisent en quelque sorte les États-Unis d'Amérique. C'est un concept nouveau. Et ülke, c'est intéressant parce que ülke est un terme qui, en général, est associé avec la réforme linguistique du XXe siècle. On dit en général memalik, mulk au pluriel. Ülke, c'est du turc. C'est vraiment du turc profond, si vous voulez. Et haritasıdır, c'est la carte de. Bon, un cartouche qui, en gros, traduit, en plus simple, le cartouche original. Seulement, c'est donc un exemple typique, un excellent exemple d'un effort intellectuel, scientifique, cartographique, de copier et par conséquent de diffuser dans un contexte tout autre, un contexte étranger, les avancées scientifiques de l'Europe. Et ainsi que je vous le disais, 10 ans d'écart entre l'original et la copie, c'est très bien au XVIIIe siècle. C'est pratiquement du contemporain. Seulement, lorsqu'on se penche un peu sur cette carte et que l'on regarde un peu le détail de cette carte, on y voit des éléments qui sont surprenants, puisque l'un des gros problèmes, c'est la toponymie.
Les Ottomans ne sont pas vraiment familiers avec les républiques anglaises, comme ils les appellent, et par conséquent, il y a tout un travail de savoir comment traduire la toponymie de cette carte en turc. Et pour cela, ils utilisent en gros, deux méthodes. L'une qui est assez évidente, c'est de traduire tout en transcrivant, c'est-à-dire de conserver la phonétique d'origine. Donc, York Jedid, c'est la nouvelle York, c'est New York. Carolina Ishima Ali, ça fait exotique, mais en gros, c'est la Caroline du Nord. Jezire Rhodes, alors ça surprend un peu plus. Jezire, c'est l'île. L'île de Rhodes, c'est Rhode Island. Des toponymes que nous connaissons bien. Seulement, d'autres toponymes sont carrément traduits. Et là, on est quand même surpris, pour ne pas dire sidéré. Güzel Millet, ce qui veut vraiment dire, en bon turc d'aujourd'hui, la belle nation. Bara Adaları. Alors, Bara, des îles, j'ai oublié de traduire ça en français, c'est les îles des vignes. Le lac de l'ours blanc, Beyaz Ayıgölü. Les îles de la robe, Entari Adaları. L'île longue, Uzunada. L'île de grâce, Kerim Adası. Korkuburnu. Le nez, littéralement, donc le cap de la peur. Bulbul Kalesi, ce qui fait rêver quand même, c'est le fort du Rossignol. Et Kokmuşsu, c'est l'eau qui pue. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Eh bien, lorsque vous regardez à quoi cela correspond, la belle nation, c'est les Indiens, c'est la nation indienne que les Américains à cette époque-là appellent la Fair Nation of Arkansas, de l'Arkansas. Bara Adaları, l'île des vignes, c'est Martha's Vineyard Islands, que l'on connaît puisque c'est la résidence de certains présidents des États-Unis. Le lac de l'ours blanc, c'est effectivement le White Bear Lake. Alors, les îles de la robe, c'est Waistcoat Islands, c'est carrément la jaquette. Et l'île longue, on s'en doutait, c'est Long Island, tout près de New York. L'île de grâce, c'est Providence Key. Vous savez peut-être que les îles au sud du côté de la Floride s'appellent des keys, c'est un terme local. Le cap de la peur, c'est Cape Fear. Et les deux derniers rajouts, ce sont des rajouts francophones. C'est effectivement le fort Rossignol en Nouvelle-Écosse et la rivière Puante au Québec. Elle existe. C'est un toponyme. Alors c'est amusant. Et mon objectif n'est pas de vous amuser. Disons que mon objectif n'est pas simplement de vous amuser avec cette toponymie un peu fantaisiste, c'est de réfléchir à ce que cela représente vraiment. Mettez-vous à la place d'un navigateur ottoman qui voudrait faire usage de ce nouvel atlas. À quoi vous sert de savoir que la rivière Puante, ça veut dire Kokmuşsu, ou savoir que l'île longue, Long Island, se traduit par Uzunada? Ça n'a aucun sens. Ce qu'il vous faut, c'est un repère, ce sont des références qui, in situ, lorsque vous serez en train de naviguer dans les eaux des républiques anglaises, vous permettront de vous retrouver, ne serait-ce qu'en baragouinant la manière dont tel ou tel nom est prononcé. Il y a donc un problème essentiel, c'est celui que c'est une traduction qui n'a aucune véritable utilité. C'est une traduction dans le sens le plus pur du terme, c'est-à-dire qu'on traduit parce que traduire, c'est traduire, mais on ne se pose pas la question de savoir pourquoi on traduit, ou pourquoi on ne devrait pas traduire dans certains cas et conserver la phonétique afin de permettre un échange une fois dans ces eaux-là. Et l'explication, c'est bien sûr que le problème de base, c'est qu'il n'y a pas de navigateur ottoman dans l'Atlantique. Et que par conséquent, l'objectif de cet atlas,
n'est pas vraiment de fournir à certaines personnes, notamment des navigateurs, des marins, un outil de navigation, mais simplement d'avoir traduit quelque chose. C'est ce qu'on appelle en anglais une checklist. Avez-vous un atlas? Oui. Avez-vous un atlas récent? Oui. Et vous avez donc une sorte de cahier des charges, et ça c'est quelque chose de très typique de la modernisation, de l'occidentalisation au XIXe siècle. Beaucoup des efforts qui sont faits vers la production d'objets, de textes, d'outils modernes se font uniquement pour les avoir et pas forcément pour s'en servir. Pas forcément avec en tête l'idée de la manière dont cette information, de la manière dont ce texte pourra être utile. Et pour vous expliquer de quoi je veux parler, permettez-moi de vous montrer un autre texte, pratiquement contemporain, de 1812. C'est l'histoire, Tarih, de Jabi Ömer Efendi. Jabi Ömer Efendi est un auteur du début du XIXe siècle qui est connu pour avoir rédigé une histoire des règnes de Sélim III et Mahmoud II. Et c'est une histoire, c'est une chronique, si vous voulez, dans la tradition ottomane, qui relate des événements. Et elle a été récemment transcrite, publiée, en fait une édition critique en a été donnée. Il y a des informations qui sont extrêmement intéressantes, puisque chaque chronique a son propre point de vue, sa propre perspective, se penche sur certains événements, en souligne d'autres. Donc c'est extrêmement intéressant. Et encore aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de chroniques que nous n'avons soit pas encore dénichées ou pas encore étudiées et qui mériteraient de l'être afin que nous ayons une meilleure compréhension de l'état de l'Empire ottoman au XVIIIe et au XIXe siècle. Seulement, j'ai choisi dans ce volume 2 pages, c'est carrément un texte de 2 pages qui commence ici, Birkaç Kalyoncu, et qui relate une histoire assez intéressante. La voici. Nous avons entendu dire par quelques marins et sergents de vaisseaux qu'il y a de cela plus de 150 ans, une grande disette ayant frappé l'Angleterre, bien des gens en périrent. Et le roi, ayant vu que les pauvres et autres gens de son royaume allaient mourir de faim, il fit embarquer sur des bateaux 30 000 personnes, femmes et enfants compris. Avec l'aide de Dieu, ceux-ci atteignirent une très grande île du nom de Malikan, dans la mer extérieure, fort distante de l'Angleterre, plus vaste que la Roumélie et de climat tempéré. Les soldats ayant grande faim, ils accostèrent et débarquèrent immédiatement sur l'île et reprirent des forces en mangeant des herbes, des racines, des fruits qu'ils y trouvèrent. Les navires ayant trouvé un havre où ils mouillèrent quelques jours, ils leur laissèrent une quantité suffisante d'outils, tels des scies, des pioches, des haches et des enclumes, et s'en retournèrent en Angleterre et en informèrent le roi. Et ça continue. Vous voyez cette petite communauté d'exilés devenir une véritable nation qui, au bout de quelques siècles, est pratiquement aussi puissante que l'Angleterre et dont les navires commencent à apparaître en mer Méditerranée. Vous avez compris, c'est l'Amérique, c'est la naissance des États-Unis d'Amérique. Alors là aussi, la question est de savoir comment est-il possible, après la publication en 1803 de ce magnifique atlas, qui va jusqu'à donner la toponymie des États-Unis jusqu'au détail du lac de l'ours blanc et le cap de la Peur et la rivière puante, comment est-il possible qu'en 1812, un historien, enfin n'exagérons pas sur historien, c'est un auteur, disons, puisse débiter de telles sornettes pour rendre compte à son public, à ses lecteurs, de l'histoire des États-Unis.
c'est-à-dire cet épisode bien connu de l'exil de Mayflower, les Pilgrims, on connaît bien l'histoire, 1622, etc. Comment est-ce possible? C'est possible tout simplement parce qu'il y a deux registres. C'est-à-dire que d'un côté, en surface, vous avez la production de cette haute littérature qui s'inspire de l'Occident, qui traduit les œuvres de l'Occident, et qui par conséquent a un objectif de modernité, qui sait ce qu'elle fait, même si elle ne sait pas pourquoi elle le fait. Et puis, vous avez la vaste majorité, et Ömer Cabi, Ömer Efendi n'est pas un ignorant, c'est quand même un bureaucrate de l'administration des fondations pieuses, c'est quelqu'un qui sait écrire une histoire, c'est quelqu'un dont la calligraphie, de toute façon on n'est même pas sûr que ce soit la sienne, mais dont l'orthographe et dont la maîtrise de la langue est tout à fait remarquable, c'est quelqu'un qui fait partie non pas d'une sorte de plèbe intellectuelle, mais vraiment d'une classe moyenne, même plus que moyenne, d'une classe intellectuelle ottomane au début du XIXe siècle. Et ce pauvre Ömer Cabi Efendi ne sait pas que Malikan, c'est les États-Unis, que c'est América. Donc, c'est là qu'on commence à comprendre que cette modernisation, cette transformation, elle n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et le problème, c'est que la plupart des auteurs qui se penchent sur la modernité, sur la modernisation, ne voient qu'un aspect des choses. C'est-à-dire qu'ils se penchent, en quelque sorte, sur une hagiographie, un récit triomphaliste de ce qui est fait et qui va dans le sens de la modernité. Et là, ça marche très bien, puisque vous avez des auteurs qui se suivent, Khatib Çelebi, Ibrahim Mütefeleka, vous avez des ambassadeurs, vous avez des traducteurs, vous avez des géographes, etc. Vous avez une belle histoire qui vous donne une séquence d'événements, de textes, de documents qui se tiennent et qui vous donnent une notion de modernité, de modernisation, d'occidentalisation. Et puis, vous avez le reste, c'est-à-dire l'ignorance totale de ce qui se passe en dehors de sa petite région. Istanbul pour certains, une province pour l'autre, l'incapacité, et cela vous fait comprendre que le problème, l'existence de ces deux registres, est due au fait que cette érudition, ces textes que nous étudions si souvent, ils finissent par s'accumuler, mais ne se diffusent pas. Et que par conséquent, il reste un écart, un gouffre qui se creuse de plus en plus entre ceux qui suivent et ceux qui n'ont même pas les moyens de suivre. Évidemment, c'est quelque chose qui est universel. On a lu dernièrement que 9% des Français pensaient, croyaient que la Terre était plate. Donc, il faut bien sûr tout reprendre dans un certain contexte. Mais là, si vous essayez de comprendre un phénomène de transformation, il faut regarder sur tous les bords. Il faut essayer de comprendre comment ça marche, mais aussi comment ça ne marche pas. Et essayer de faire la part des choses. Et critiquer, comme je l'ai fait dans le cas de Mahmoud Raif Efendi, même les cas où on a l'impression que ça marche bien, c'est-à-dire cet atlas qui, en gros, ne sert à rien. Un atlas qui remplit un vœu pieux, celui d'avoir traduit un atlas que l'on considère être le dernier cri en matière de géographie, mais qui, en fin de compte, s'arrête là, reste un exercice stérile dont les applications, dont les implications pratiques restent absolument nulles. Alors, bien sûr, en restant dans le contexte de cette découverte de l'Amérique, l'historiographie turque est fière de pouvoir arborer en 1513 cette carte de l'Amérique, de l'Afrique,
C'est une sorte de map-monde de l'Atlantique, si vous voulez, avec l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Afrique, l'Espagne, ici. C'est cette fameuse carte qui a été découverte dans les années 20 dans les dépôts du palais de Topkapı à Istanbul et qui est attribuée, avec raison, à Piri Reis, un navigateur et cartographe ottoman, qui, en 1513, aurait dessiné cette carte à partir d'une carte de Christophe Colomb qui est aujourd'hui perdue. Ce qui donne énormément d'importance à ce document pour les cartographes, pour les historiens de la cartographie, puisque c'est en quelque sorte la reconstitution d'un maillon manquant dans la tradition cartographique occidentale. Et bien sûr, l'historiographie turque jubile à l'idée d'avoir une sorte d'effet pionnier dans un contexte de cartographie essentiellement occidentale. Donc Piri Reis, pionnier de la cartographie mondiale, est un ottoman. On dit un turc, parce que, n'est-ce pas, l'historiographie nationaliste fait l'amalgame entre tout ce qui est ottoman et tout ce qui est turc. Mais, encore une fois, quelle valeur a cette carte si, pratiquement 3 siècles plus tard, un homme, un lettré ottoman, est incapable de parler de l'Amérique et a une sorte de légende de Malikan comme représentant cette île découverte par les Anglais je ne sais combien de temps avant? Ou alors, que représente cette carte quand on sait qu'elle n'a été découverte qu'en 1929, si je ne me trompe, par des Allemands à Istanbul, dans le palais de Topkapı. C'est donc que cette carte n'a pas vraiment beaucoup circulé. D'autres exemples, alors là c'est le détail de cette carte qui est effectivement extrêmement intéressant. Donc, encore une fois, il faut faire la part des choses, c'est-à-dire que vous avez un document qui en lui-même est extrêmement intéressant, qui est novateur, qui a sa place dans une généalogie de l'histoire de la cartographie, mais quand vous le replacez dans un contexte ottoman, vous avez du mal à le relier à une succession, à une lignée, à une généalogie de connaissances parmi les Ottomans. Pareil, en 1580, vers 1580, un Ottoman anonyme publie sous forme manuscrite un ouvrage qui s'appelle Tarihi Hind-Garbi. Si je traduis, c'est l'histoire de l'Inde occidentale. Les Indes occidentales, vous voyez bien que c'est l'Amérique, en 1580. Une publication qui, là, c'est une page qui n'est pas américaine, puisqu'il s'agit, en fait, vous reconnaissez ici la Kaaba, c'est la Mecque, donc c'est la Méditerranée, vous voyez ici l'Espagne, etc. Bon, c'est la Méditerranée, c'est le monde connu. Mais c'est un ouvrage qui est novateur et qui a surpris les historiens en 1580. Et il a été repris en 1730 par Ibrahim Mütefferrika. C'est un des 17 volumes qui ont été publiés entre 1727 et 1732 par cette imprimerie novatrice, cette révolutionnaire imprimerie de Constantinople, d'Istanbul, d'Ibrahim Mütefferrika. Et vous y trouvez des reproductions de certaines miniatures qui s'y trouvaient, où des alligators et autres animaux américains sont représentés. C'est une traduction, c'est-à-dire qu'on sait quelles sont les sources d'inspiration pour l'ouvrage de 1580. Ce sont en général des portulans et des ouvrages espagnols et portugais. Mais peu importe, ce livre a existé, il a été produit dans l'Empire ottoman et il a été reproduit en 1730, mais il n'a pas laissé de traces. C'est-à-dire qu'il n'a pas pénétré, la porosité en quelque sorte, la réception de cet ouvrage n'a pas permis à Jabi Ömer Efendi, ma tête de turc si vous voulez aujourd'hui, d'apprendre ce qu'était l'Amérique et que cette histoire qu'il entendait répéter par des marins
n'était qu'une version légendaire, fantaisiste de l'histoire des États-Unis. Et nous avions évoqué, et là je fais un gros plan sur la partie qui nous intéresse, qu'en 1732, si je ne me trompe, c'est l'Atlas de Khatib Çelebi, qui est une traduction de l'Atlas minor, donc une production du XVIIe siècle, qui est republiée en 1732, imprimée, premier atlas publié, imprimé dans le monde musulman. Et ça aussi, apparemment, il n'a pas assez laissé de traces pour éviter le genre d'erreur que l'on voit débiter au début du XIXe siècle. C'est quelque chose, et là je vais me lancer dans une digression méthodologique, comment gérer ce problème des sources décontextualisées, des sources dont on n'arrive pas vraiment à mesurer, à qualifier, à identifier l'impact. Parce qu'un bouquin, c'est bien joli, un texte, un manuscrit, un document, un livre, c'est bien joli, c'est quelque chose dont vous pouvez prouver l'existence et la production. Mais si l'on veut reprendre la métaphore purement économique, si vous n'avez que la production et vous n'avez pas d'informations quant à la distribution, quant à la consommation, pouvez-vous expliquer ce qui se passe? C'est pareil pour les textes, c'est-à-dire que les textes, tant que vous n'arrivez pas à mesurer leur diffusion, leur réception, pareil pour les images d'ailleurs, que pouvez-vous vraiment dire de ces documents quand vous essayez de les remettre dans un contexte social, politique, économique, culturel? Un exemple que j'utilise toujours, c'est ce fameux voyageur ottoman du XVIIe siècle. Tout le monde le connaît, Evliya Çelebi. 10 volumes de voyages qui sont extrêmement intéressants, d'autant plus que c'est un auteur de génie qui combine l'information souvent assez sûre avec des curiosités d'ethnographes. Il lui arrive par exemple de reproduire des accents, ce qui est fascinant, c'est le genre de document que l'on rêve de trouver, avec en plus de l'humour, beaucoup d'humour et une partie autobiographique, puisqu'il est lui-même partie prenante de la plupart des expéditions qu'il représente, que c'est vraiment une mine d'informations pour comprendre la société ottomane, notamment cette société, cette élite gouvernante de la moitié du XVIIe siècle, du milieu du XVIIe siècle. C'est une mine d'informations. Seulement, voilà, Evliya Çelebi n'a été découvert qu'au XIXe siècle, le texte, par Hammer von Purgstall, un orientaliste allemand, l'auteur de l'histoire de l'Empire ottoman qui a fait fureur pendant tout le XIXe siècle et qui est encore une source extrêmement solide de l'histoire événementielle de l'Empire ottoman. Un orientaliste, donc, qui, en fouillant dans les bibliothèques de Constantinople, a découvert ce manuscrit. On en connaît, si je ne me trompe, que 5 ou 6 exemplaires, ce qui déjà vous donne une idée de sa circulation. On ne le retrouve pas dans les inventaires après décès du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Les inventaires après décès sont une source exceptionnellement riche de la culture, notamment quand il s'agit de livres, puisqu'ils sont en général répertoriés dans le plus grand détail, et vous arrivez, si vous avez la patience, à décortiquer des inventaires pour vous faire une idée de ce que lisaient les Ottomans d'un certain statut. Il n'y apparaît pas. Alors bien sûr, il a été produit au XVIIe siècle, je ne remets pas en question l'existence d'Evliya Çelebi, mais que faire d'un auteur, d'un ouvrage, aussi parfait qu'il puisse être, lorsqu'on n'arrive pas à l'ancrer
dans la réalité du XVIIe siècle, du point de vue de la réception, du point de vue de la lecture. C'est un problème de taille. Et le problème, ça n'est pas tant qu'il est souvent insoluble, mais qu'on n'en tient pas compte. Encore une fois, en histoire, ce qui compte, ça n'est pas de pouvoir répondre à tous les questionnements, de répondre à toutes les questions, toutes les interrogations, mais de se les poser. Et lorsqu'on analyse un texte, de le faire avec la connaissance des limites ou des défauts qui caractérisent telle ou telle source. Or, si vous regardez un peu la manière dont Evliya Çelebi est utilisé, c'est en général d'une manière extrêmement neutre, c'est-à-dire qu'on ne pense pas au fait qu'il n'était probablement pas lu au XVIIe siècle par ses contemporains ou par ses successeurs au XVIIIe siècle. Et par conséquent, on en retire ce qui compte pour l'historien au niveau de l'information la plus simple, c'est-à-dire les événements, les informations factuelles. C'est bien, mais ce n'est pas une histoire de la culture, de la lecture, de l'ouvrage, de la pensée. Comment faire? Encore une fois, je n'ai pas de réponse, mais on peut déjà commencer par se rendre compte du problème et par conséquent prendre ces textes avec des pincettes et ne pas se lancer, par exemple, comme le font beaucoup d'historiens turcs, dans une sorte de comparaison entre Evliya Çelebi, que l'on juge être bien meilleur que tous ses contemporains occidentaux. Puisque ça n'a pas vraiment de sens. D'abord parce qu'il y a des voyageurs extraordinaires au XVIIe siècle, et c'est là que ça commence vraiment, mais d'autre part parce que le véritable problème, ça n'est pas de comparer un texte avec un autre, mais de comparer un phénomène avec un autre. Et là, il faut remettre en question le fait que, du côté ottoman, on en a un. Enfin, il y a quelques autres exemples, mais enfin, ils sont extrêmement rares. Et du côté occidental, on est submergé par un nombre époustouflant de voyageurs qui souvent se répètent, se copient, etc. Bon. Mais il y en a plein. Et par conséquent, vous pouvez, si vous le voulez, et c'est ce que des gens comme Stéphanie Rassimos ont fait, par exemple, vous pouvez utiliser cette masse d'informations pour étudier le voyage, c'est-à-dire ne pas réduire ce document à une source d'information directe de l'existence ou non de tel puits ou de telle colonne dans je ne sais quel village, mais vous posez la question de ce qui fait bouger ces gens, comment ils perçoivent l'extérieur, voir s'il y a des modes, s'il y a des... Souvenez-vous de l'excellent ouvrage de Paul Hazard, 1936, La crise de la conscience européenne, où l'un des chapitres, justement, où il parlait de cette transformation de la conscience européenne, était rattaché à la découverte de l'autre, à la découverte de l'autre monde, que ce soit l'Égypte, la Chine, le Japon ou l'Empire ottoman, à partir du XVIIe siècle, comme raison fondamentale pour une remise en question de son propre monde, et par conséquent du début, en quelque sorte, de cette crise de conscience qui va donner naissance, en grande partie, aux Lumières. Alors, vous ne pouvez pas faire ça avec Evliya Çelebi, puisqu'il est seul. Et que par conséquent, vous ne pouvez pas généraliser sur un cas unique. Alors, c'est un problème insoluble, puisque vous avez, en gros, le problème de base de la documentation historique. D'une part, la source unique qui devient douteuse du fait de sa nature anecdotique, et de l'autre, vous avez les sources sérielles qui se répètent et qui, par conséquent, vous donnent la possibilité de contrôler, d'utiliser une méthode critique d'analyse pour voir si tel ou tel élément de cette série est vraiment différent ou pas, s'il se fond dans la masse, s'il correspond à une tendance ou si, au contraire, il s'en distingue. Et c'est là que vous commencez à avoir une vision très intéressante des choses.
Encore une fois, je ne cracherai pas sur Evliya Çelebi, c'est excellent, c'est un texte excellent. Mais du point de vue de l'historien qui veut aller au-delà de ce que ce bon Evliya Çelebi veut bien dire, il voudrait replacer ça dans un contexte intellectuel, mental, culturel, social, c'est extrêmement frustrant. On n'arrive pas à dépasser. Et en plus, encore une fois, l'illusion des grands textes est un danger permanent. Et pas que dans le contexte ottoman. Alors, dans le contexte ottoman, je dis souvent à mes étudiants à Istanbul que si l'on retirait au XVIe siècle l'architecte Sinan, au XVIIe siècle Evliya Çelebi, au XVIIIe siècle, je sais pas, l'artiste Levni par exemple, et au XIXe siècle, Cevdet Pacha ou Osman Hamdi, on n'aurait plus d'histoire. Et bien sûr que c'est une exagération, mais c'est un moyen de souligner le fait que nous avons tendance à utiliser et à réutiliser de manière sempiternelle les mêmes sources parce que ce sont les meilleures et parce que ce sont les plus parlantes. Mais c'est là qu'est le problème, parce qu'une fois que vous avez décortiqué ces sources, et en plus, si ces sources, vous n'arrivez pas à les arrimer, à les amarrer, à les ancrer dans un contexte de lecture, de transmission, de généalogie, vous êtes perdu. Ce sont des anecdotes. Et encore une fois, ce n'est pas qu'un phénomène ottoman. Je vous rappelle le travail excellent qui a été fait par ce grand historien des Lumières françaises, américain, Robert Darnton, pour les intimes, que vous connaissez peut-être, pour sa production incroyablement riche sur le livre et la lecture et la censure au XVIIIe siècle en France. Et il a travaillé non pas à partir des livres, mais à partir d'archives qui vous parlent de la production, la distribution et la consommation des livres. C'est-à-dire qu'il est allé voir les archives de la Société typographique de Neuchâtel, où la plupart de ces bouquins interdits en France étaient produits. Il a vu la correspondance de cette société typographique avec le public et avec les revendeurs de ces ouvrages. Et bien sûr, il a eu recours à ce qui est une des plus riches informations sur la circulation des livres, la police, les archives de la police et de la censure. Et par conséquent, lorsqu'il parle de la diffusion, de la circulation, de la lecture des livres en France au XVIIIe siècle, il nous montre bien que les plus lus n'étaient pas Voltaire ou Rousseau, mais des ouvrages, des auteurs aujourd'hui complètement oubliés, qui faisaient un peu de tout, y compris de la science-fiction, beaucoup de pornographie, mais qui tous étaient d'une manière ou d'une autre reliés à ces auteurs, aux philosophes de la lumière, et qui par conséquent contribuaient en quelque sorte, mais d'une manière souvent extrêmement tordue, à la propagation, à la dissémination des idées nouvelles parmi un public de lecteurs de plus en plus large. Et ça, c'est très important, puisque, encore une fois, cela ne veut pas dire que Voltaire ne mérite pas d'être lu, ou que Voltaire n'a pas sa place dans le panthéon des philosophes et des auteurs du XVIIIe siècle, mais c'est simplement un rappel que la haute littérature, cette production que l'on reconnaît parce qu'elle a été canonisée, n'est pas forcément celle qui est, par ses contemporains, la plus lue. Et que par conséquent, si on veut vraiment se pencher sur un phénomène de lecture, il faut aller voir, non pas à la source, mais à la fin, voir ce qu'il arrive d'un ouvrage produit à telle date, une fois qu'il est distribué ou censuré, et ensuite qu'il parvient à un certain lectorat, à un certain public. Et lorsque vous transposez la richesse de
des études de Darnton dans le contexte du XVIIIe siècle ottoman, ou même du XIXe siècle, où nous n'avons même pas une idée claire du nombre de volumes produits lorsque l'imprimerie reprend du poil de la bête au XIXe siècle, nous ne savons pas quel est le nombre d'ouvrages qui sont publiés. Nous avons une liste d'environ 30 000 titres, mais étaient-ils vraiment lus? Étaient-ils censurés à la source? Nous ne savons pas assez comment cette production était consommée, comment cette production était reçue, perçue. Et par conséquent, nous pouvons dire toutes sortes de choses sur les auteurs, sur les idées qui inspiraient les auteurs, et encore à condition de faire un bon travail de lecture des généalogies possibles de ces ouvrages, mais quand il s'agit de voir la réception, la compréhension, l'impact de ces textes, sans compter que, en général, on se focalise uniquement sur les textes en turc, oubliant que la moitié de la population n'était pas turcophone, mais parlait l'arménien, le grec ou le ladino, vous comprenez à quel point le défi est grand si l'on veut vraiment se pencher sur une compréhension de la manière dont cette société se transforme à la force des textes et de la dilution de ces textes sous toutes sortes de formats. Et maintenant, je passerai à l'autre aspect de cette question. J'ai établi une sorte de différence entre le hapax, ou le document unique, et le document sériel, l'anecdote et le sériel. Il y a aussi la différence entre un document où vous pouvez prétendre entendre une voix, une vraie voix, et le document qui, par la forme, du fait de sa nature, est beaucoup plus conventionnel et par conséquent a beaucoup moins de chances de vous rendre une perception réelle des mentalités qui informent cet ouvrage et la société qui les produit, qui les consomme. Reprenons l'exemple de Mahmoud Raif Effendi, sa préface. Faut-il la prendre au pied de la lettre? Faut-il la lire comme une sorte d'autobiographie? Pas du tout. Le texte est un texte bon pour l'Occident, et Mahmoud Raif Effendi est en train de donner exactement ce qu'il est attendu de lui, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi ce texte a été produit, et il est probable que plus de la moitié de ce qu'il y dit est en fait un vœu pieux ou alors tout simplement une confirmation de ce qu'il voulait prouver. Tandis que vous avez des textes autobiographiques qui sont beaucoup plus directs. Encore une fois, dans un contexte ottoman, on est privé de certaines catégories de textes qui sont si riches, si productives dans la tradition occidentale. Je veux dire, je parle des procès-verbaux. Les procès-verbaux, c'est fascinant. Les procès-verbaux, c'est quelque chose qui vous permet, et vous pouvez remonter jusqu'au Moyen-Âge dans certains cas, ce sont des documents qui vous permettent de reconstituer une conversation ou un discours avec très peu de distorsion, probablement. Encore une fois, souvenez-vous du travail sur le fromage et les vers de Carlo Ginzburg, qui a été fait à partir de procès-verbaux de ce qui est probablement un des contextes les plus irrationnels, l'Inquisition. C'est ça que l'Inquisition a de beau, c'est que cette violence, cette irrationalité, elle est documentée mot par mot dans les procès-verbaux des tribunaux. Et que par conséquent, lorsque vous lisez un passage qui concerne l'interrogatoire, voire la torture d'une victime, vous avez une représentation parfois très naïvement directe de tout ce qui y est dit. C'est une tradition
Elle est ce qu'elle est. Il ne faut pas y attacher une forme de modernité ou de rationalité qui soit différente des autres, mais c'est une tradition. Les Ottomans ne le font pas. C'est-à-dire que les registres des tribunaux dans l'Empire ottoman, les mahkeme sicilleri, les registres qui tiennent compte, qui rendent compte de la procédure juridique dans un tribunal, ce ne sont que des résumés de chaque cas qui sont rédigés généralement après les cas, souvent en fin de semaine ou en fin de mois, par un secrétaire. Et par conséquent, vous y trouvez l'essentiel de la procédure, qui accuse qui de quoi, et la décision finale, mais vous n'avez pas de citation, vous n'avez pas de procès-verbaux. Et par conséquent, lorsque vous essayez d'entendre la voix de ces gens, vous êtes extrêmement frustré parce que vous n'entendez qu'une voix, c'est celle de la bureaucratie, qui, elle, traduit selon ses priorités, selon son entendement, ce que les gens se sont hurlés à la figure lors du procès, lors d'un procès. J'ai une collègue américaine, Leslie Pierce, qui a fait un travail remarquable sur les registres des tribunaux de la ville d'Aintab, dans l'Anatolie du Sud-Est, au XVIe siècle, où elle s'est vraiment décarcassée pour essayer de lire ces documents au plus près, pour en tirer quelque chose qu'elle pouvait, avec un certain degré de certitude, identifier comme étant la voix de certaines femmes. Elle s'intéressait en particulier aux femmes, et par conséquent, en travaillant sur le détail de ces procès-verbaux qui n'en étaient pas, ces résumés, elle est parvenue quand même, à grande peine, de trouver quelques moments dans ces résumés où on sentait bien que ce n'était pas la voix du scribe, ou la plume du scribe, mais bien la voix d'une personne au tribunal. Mais jusqu'à la fin du XIXe siècle, les Ottomans n'utiliseront pas cette arme magnifique qu'ont les historiens, celle du procès-verbal. Et par conséquent, ce qui est extrêmement difficile, c'est de trouver des documents que vous puissiez vraiment identifier comme étant une sorte de représentation de la pensée directe d'un individu. J'en ai quelques-uns, et là, bien sûr, on tombe dans l'anecdote, puisque chaque document est pratiquement unique. Vous parlez d'une correspondance qui n'est même pas suivie. Vous n'avez pas le genre de correspondance comme elle est si présente au XVIIIe et au XIXe siècle en Occident, entre amis, entre intellectuels, les Ottomans correspondent probablement entre eux, mais pas de la même manière. Et surtout, cette correspondance a généralement disparu. Ce qui est mieux conservé, ce qui est le mieux conservé dans le contexte ottoman, ce sont les archives de l'État. Et ça, bien sûr, c'est tout sauf de la sincérité. L'État ment, par définition, et quiconque est confronté à l'État ment aussi. Sinon, si on commençait à faire de l'histoire économique à partir des déclarations d'impôts, par exemple, notamment en Turquie, on aurait une vision quelque peu biaisée de la véritable fortune des masses des populations turques. Donc, c'est le problème des archives d'État. Cependant, tout en haut, au sommet, au fait de la puissance, vous avez quand même un individu dont la parole est tellement sacrée qu'elle est retenue dans sa forme originelle. C'est le sultan. Ce qu'on appelle un Hatt Humayun, c'est-à-dire un décret impérial ou une écriture impériale, c'est un type de document qui a été soumis à l'approbation du sultan et par conséquent au-dessus duquel on voit une inscription de la main du sultan, jusque dans les années 1830, de la main du sultan, où le sultan s'exprime directement sur la question qui lui est posée. Et ces documents sont très intéressants parce que, justement, le sultan n'a pas de complexe. Le sultan n'a pas de retenue.
Le sultan n'a pas besoin de se demander s'il va être publié, s'il va être relu, il se lâche, comme on dit. Et par conséquent, vous avez là des textes qui sont souvent extrêmement directs, extrêmement vivants, et qui vous donnent une idée, bien sûr, pas de l'ottoman moyen, mais d'un ottoman qui, tout en étant au sommet de l'État, reste intellectuellement assez proche de la moyenne. Ce ne sont pas des Lumières, ce ne sont pas des grands scientifiques, ils sont parfois poètes, mais bon. Donc c'est un discours assez direct qui est très intéressant. Et dans le contexte qui nous intéresse, il y a un document qui me plaît particulièrement, c'est celui-ci, c'est un Khat Humayun, mais cette fois-ci, ce n'est pas vraiment une réponse à un placé, à une demande qui lui a été faite, c'est tout simplement une note du sultan à son vizir. On appellerait ça un SMS aujourd'hui, un courriel. C'est un document, un tout petit document par lequel il informe son vizir des choses suivantes. Alors le voici en turc à gauche. Benim vezirim, mon bon vizir. C'est comme ça qu'on s'adresse à son vizir quand on en a un. Et je lis la traduction. J'ai été charmé par les présents de l'empereur de France. J'ai particulièrement aimé son portrait. En m'envoyant son portrait, il fait preuve d'une grande amitié et d'affection à mon égard. Tu ne le sais pas, toi, mais en Europe, il est d'usage d'échanger des portraits entre amis. Je suis ravi de ce geste et j'ai moi aussi fait faire un portrait. C'est un grand tableau et je l'enverrai à mon ami l'empereur. Bon. Alors le texte, pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Il est intéressant parce que, déjà, je vous le disais, il est décomplexé. C'est un texte très direct, il n'y a pas de fioriture. Il informe son vizir simplement du fait qu'il a reçu un tableau de l'empereur. Je pense que vous avez deviné de quel empereur il s'agit. C'est donc Napoléon. Et c'est en 1800. C'est après 1804. On ne sait pas exactement, il n'y a pas de date malheureusement. Donc c'est quand même à peine 10 ans après l'expédition d'Égypte. Ce qui prouve que les relations ont été rabibochées et que les Ottomans sont maintenant en bons termes avec les Français. Typique pour cette période, puisqu'ils vont être ballottés d'une alliance à l'autre pour essayer de survivre dans ce monde extrêmement complexe qui est celui de la période napoléonienne. Mais ce qui me plaît particulièrement, c'est cette naïveté presque enfantine du gosse qui a reçu un cadeau qui lui plaît. Mais au-delà de cela, c'est que le cadeau, ça n'est pas n'importe quoi, ce ne sont pas des bijoux, c'est un portrait. Et il y attache beaucoup d'importance, et les Ottomans n'ont pas cette tradition d'échanger des portraits. Vous avez des portraits impériaux, vous avez des miniatures représentant le sultan, mais ce n'est pas un produit que l'on échange pour les besoins de l'amitié, etc. Là, il est en train de découvrir un sport tout à fait occidental, celui de l'échange des portraits. Quelque chose qui remonte au Moyen-Âge, bien sûr, comme vous le savez. Mais c'est encore plus touchant quand il dit « Toi, tu ne le sais pas ». Mais en Europe, il est d'usage. Alors, le sultan qui crâne devant son vizir, qui essaye de lui en mettre plein la figure en lui disant « Regarde, moi, je sais comment on fait les choses en Europe. Toi, tu ne le sais pas, pauvre plouc. » Je ne sais pas ce qu'il a en tête exactement, mais ça, je trouve que c'est très intéressant. Parce que là, effectivement, vous avez quelque chose, et encore une fois, ce texte, il a beau être unique, il parle. Et par conséquent, on ne peut pas vraiment mettre en doute la véracité, le contexte dans lequel il a été dit. Ça, c'est une anecdote forte, c'est-à-dire une anecdote que l'on n'a pas forcément besoin de mettre en série pour lui donner un sens. Donc, c'est une anecdote où on l'entend parler et où on l'entend dire des choses qui sont révélatrices d'une nouvelle mentalité. Et cette nouvelle mentalité, c'est que ce qui se fait en Europe, c'est intéressant, c'est nouveau, c'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas, et le fait que moi, je sois au courant de cette tradition occidentale de l'échange du portrait, cela fait de moi un meilleur homme que toi, mon vizir. Je suis plus civilisé. Je suis plus blanc que toi.
Bien sûr, ce sont des termes qu'ils n'utilisent pas encore, mais 50 ans plus tard, ils utiliseront le terme de civilisation avec cette connotation, c'est-à-dire un aveu qu'eux-mêmes ne se considèrent pas civilisés, lorsqu'ils parlent de telle chose est faite de telle manière dans les pays civilisés. C'est déjà un aveu de ce que vous-même ne vivez pas dans un pays civilisé. Très naïf, si vous voulez, mais c'est comme ça que ça marche. Et ce tableau, ce portrait, malheureusement, on n'a pas celui de Napoléon, il a disparu, peut-être après 1814-1815, on s'en est débarrassé au palais de Topkapi, mais en revanche, on a, non pas l'original, mais une copie de celui de Sélim, celui qu'il destinait justement à Napoléon et qui a fini à l'ambassade de France à Terre Appia et qui a brûlé avec ce bâtiment, mais dont on avait fait une copie que voici. Et c'est un tableau qui est très intéressant parce qu'on y voit une tradition esthétique, artistique qui est quand même très orientale. D'ailleurs, le peintre, l'auteur de ce tableau est un grec, Constantin de Cyzique, Capoudal de Constantine. C'est un grec, un artiste grec local qui, en gros, marie une tradition nouvelle empruntée à l'Occident avec une certaine vision assez figée des sujets qui rappellent la peinture ottomane, les miniatures telles qu'on les voit à partir du XVIe siècle. Mais c'est aussi un portrait qui est intéressant par son symbolisme. C'est un portrait en majesté. C'est-à-dire que, déjà, il regarde l'auteur, c'est un portrait très personnel, ce qui n'est pas le cas des miniatures qui, en général, sont beaucoup plus génériques. Mais surtout, c'est un portrait qui fait usage de toutes sortes de symboliques. D'abord, la toura, c'est-à-dire le symbole de la puissance, de l'identité du sultan, mais aussi de l'État. Donc c'est l'équivalent, si vous voulez, des fleurs de lys pour les Bourbons, c'est l'équivalent du sceptre et de la couronne, c'est l'équivalent des abeilles pour Napoléon. C'est une symbolique qui, ici, est devenue décorative à la manière de l'Occident. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que faire un tableau qui représente la Toura, c'est quelque chose que vous ne verrez pas sur des représentations des sultans dans les siècles précédents ou au début du XVIIIe siècle. Là, il en fait usage à l'occidental avec une mise en exergue, si vous voulez, de sa propre identité, avec en plus le petit croissant et l'étoile, qui est quelque chose, encore une fois, qui est une innovation qui va dans le sens de l'attente des Occidentaux de voir dans une représentation de l'identité ottomane cette fameuse, ce croissant et cette étoile. Et bien sûr, il n'a pas de sceptre, si vous comparez ça avec les tableaux, les portraits royaux de Louis XIV, Louis XV, etc. Bon, vous n'avez pas le sceptre, vous n'avez pas le manteau d'hermine, quoique vous avez une fourrure, une pelisse ottomane qui fait office d'hermine. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous y voyez, dans la petite étagère, plein d'objets qui, eux, sont très significatifs et qui correspondent exactement à ce dont je vous parle depuis le début de ce cours. C'est-à-dire qu'en haut, de part et d'autre du petit globe terrestre, vous avez empilé, car c'est comme ça que l'on conserve les livres et les manuscrits dans un contexte ottoman, vous avez empilé les publications de l'imprimerie impériale de Constantinople, les publications des années 1727 à 32, ces publications dont je vous ai parlé, donc le Djihad Numa, etc., tous ces ouvrages qui ont été publiés par Muteferiqa. Vous avez une horloge occidentale, et on sait que les Ottomans sont très friands d'horloges, de pendules et de montres depuis quelque temps, mais en particulier au XVIIIe siècle. N'oublions pas que le père de Rousseau, le Rousseau, était horloger à Constantinople. C'était son boulot, et il vendait des horloges aux Ottomans. Et puis vous avez une longue vue, l'observation, la navigation, et vous avez ce qu'on appelle un écritoire,
c'est-à-dire une boîte qui contient tous les outils du calligraphe, du scribe, des références directes à une identité qui veut se centrer autour de la science, de l'écriture, de la modernité, de tout ce que l'on associe avec cette transformation qui est en train d'avoir cours dans l'Empire ottoman à cette époque-là. Voilà donc une image parmi tant d'autres qui parle d'un désir de, comme pour Mahmoud Raif Effendi, de donner un message à l'Occident et de prouver que l'on n'est plus cet oiseau exotique de l'orientalisme, mais qu'on fait partie de ce nouveau monde et qu'on est en train de se mettre à la page de la modernité en utilisant les outils nécessaires pour cet exercice. Si on s'en sert vraiment ou pas, c'est une autre question, mais encore une fois, dans un premier temps, on est bien sûr de les exposer afin de faire passer le message à son interlocuteur. Merci beaucoup. Excusez-moi, à partir de la semaine prochaine, je vais essayer, apparemment il y a moyen de faire ça, de vous donner accès à certains documents, des documents d'époque. Parfois, il est amusant de regarder un peu à quoi ressemble l'original des documents que j'évoque ici. Donc, à partir de la semaine prochaine, je vais demander au service technique du Collège de France de se servir de la page de mon cours pour y attacher des documents, généralement des PDF ou des JPEG, qui auront trait à certains aspects, comme ça, notamment lorsque nous parlerons du Tanzimat, etc., vous aurez le loisir de lire les textes en entier. D'ailleurs, je ne pousserai pas le vice jusqu'à vous donner des textes en turc. Je choisirai, bien sûr, des documents en français, mais qui parfois sont des traductions contemporaines de documents turcs d'une certaine importance. Merci.